proposer le lieu et a également proposé un financement. Donc c'est assez particulier. Le financement finance uniquement les documentaires organisés par le national. Nous, au local, on n'a pas de budget. Notre mission, c'est de bénévolement commencer à aménager le lieu avec de la récup, etc. Et surtout, en fait, de le designer. Qu'est-ce que ce lieu va faire? Quels sont ses objectifs de développement durable, etc., etc. Donc, on a un peu tout à inventer, de la gouvernance jusqu'aux moyens d'action, sachant que on a quand même une grosse partie du travail qui est déjà faite, puisque le lieu nous est livré par la mairie, réaménagé, donc quasiment neuf, quoi. Le RP, c'est eux qui s'en occupent, etc. Donc, en gros, toute la partie purement administrative et fonctionnelle du lieu, c'est déjà fait. Nous, on a vraiment la stratégie écologique, si je peux m'exprimer ainsi, mais en gros, c'est la raison d'être du lieu. Qu'est-ce qu'on va faire pour qui, avec quoi, et qu'est-ce que ça va apporter à la transition écologique. C'est vraiment là où on en est aujourd'hui. Voilà, comment faire vivre ce lieu, comment l'animer, et comment surtout les différentes personnes impliquées peuvent s'en saisir. Donc aujourd'hui, on en est à là. Ça fait 3 mois qu'on a épluché le plan climat pour trouver des actions à faire qui s'inscrivent déjà dans les politiques publiques. Là, on va candidater au budget participatif de l'Île-de-France pour demander à financer des premiers investissements matériels. Donc on partirait sur un atelier vélo, sur évidemment de la fabrication de low-tech avec un atelier bois, un atelier métal, mais on essaye d'aller voir plus loin. Notamment sur le lieu, il y aura une ressourcerie qui est en train d'être, dont l'appel à projet est en cours de rédaction. Et du coup, on ne sera pas les seuls gérants de ce lieu, mais par contre, on a un lead entre guillemets parce qu'on est les premiers sur place et parce que la convention nous confère le pouvoir de la gestion globale du lieu, à l'exception des espaces qui seront gérés par les partenaires. Donc c'est quand même nous qui avons le rôle de coordinateur général, mais ça ne veut pas dire qu'on veut tout faire tout seul. Donc l'enjeu, c'est même si on a un lead qui est très fort, c'est comment on ouvre la gouvernance à la fois à nos bénévoles, mais à la fois aussi à tous les partenaires intéressés, aux autres tiers-lieux, à vous, si vous avez envie, you are welcome, à Baptiste de Volume aussi, qu'on a commencé à discuter. Enfin, voilà, donc là, l'enjeu, c'est vraiment pas ouvrir le lieu, c'est vraiment pas de l'administratif. L'enjeu, il est absolument sur la gouvernance et sur l'orientation. Et oui, on est une association loi 1901, tout à fait, excusez-moi. Et pour le dernier mot, je suis aussi dans l'Assemblée virtuelle, qui fait aussi de la gouvernance partagée de très longue date et qui a l'habitude de l'autogestion. Et donc, on est une association, l'Assemblée virtuelle aussi, qui fonctionne horizontalement avec un principe de production non autorisé, où en fait, chaque bénévole a le droit de lancer une initiative au nom de l'asso, tant que c'est dans la raison d'être, sans avoir besoin d'autorisation quelconque. Et donc l'idée du Low-Tech Lab, ce serait de reprendre un format aussi libre que ça, où vraiment on s'épargne, on évite tout ce qui est délibératif et bureaucratique. L'enjeu, c'est que on a un lieu à développer, donc on n'a pas trop le temps de se poser des questions trop théoriques. On doit être dans l'action, et c'est l'enjeu des problématiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que c'était à peu près clair, et je passe la main à Antoine, sauf si tu veux que je présente les problématiques. Eh ben, je Je, pense qu'on est je, pas mal là. Merci d'avoir présenté le Low-Tech Lab. Je pense qu'on va aussi essayer de présenter nos intervenants, intervenantes. Donc, je crois qu'on a autour de la table, et je vais demander du coup à ces intervenants, intervenantes de rapidement se présenter. Et s'ils peuvent faire, ils et elles peuvent faire un état des lieux de, selon vous, c'est quoi les principales problématiques que rencontrent les tiers-lieux en termes de gouvernance. Je vais d'abord passer la main peut-être à Baptiste. Baptiste, est-ce que tu peux activer ton micro et te présenter et dire voilà ce que tu sais de la gouvernance des tiers-lieux? Oui. Bonjour à tous, Baptiste Bernier. Donc moi j'ai 41 ans, j'attends patiemment ma calvitie, je suis fondateur de Volume. Et donc Volume, c'est un lieu dans le 19e arrondissement qu'on a ouvert il y a 5 ans et qui est dans une phase un peu spécifique parce que on ouvre 2 nouveaux lieux, toujours dans le 19e, et qu'on profite de cette ouverture de ces 2 nouveaux lieux pour transformer la SAS, qui était Volume, en société coopérative. Et sur la gouvernance partagée en En particulier, ce scope qui est... Pardon? Ah, j'ai en, entendu. pardon, Marjolaine, en SKIC ou en scope? En SIC. Merci.
Et donc ce choix-là, il est venu comme une évidence parce que quand on a commencé en fait l'expérience volume avec la SAS, on a souhaité malgré tout mettre en place des instruments de gouvernance partagée. On s'est confronté à deux problèmes principaux. Le premier qui était la disponibilité des gens. Et les utilisateurs qui viennent ont des activités et n'ont pas toujours l'énergie et le temps de pouvoir participer à ces instances de gouvernance. Et la deuxième problématique, c'était du coup la structure administrative, le fait qu'on soit une SAS, même si on affichait et qu'on criait haut et fort nos intentions justement de participation des utilisateurs, restait malgré tout une espèce de relation un peu client-prestataire et qu'on essaye du coup de résoudre en changeant la forme légale du projet. Et l'idée, c'est que demain, les utilisateurs soient aussi sociétaires et ce qui permet aussi une certaine prise de conscience. Ça fait aussi sans doute un peu le tri. Il y a un certain nombre d'utilisateurs qui sont venus vous voir et quand on leur a expliqué un petit peu la démarche, qui se sont dit « Oh, nous, on cherche juste des locaux, on n'a pas forcément envie de s'impliquer dans un processus comme celui-ci. » Donc voilà, aujourd'hui, on va tester la société coopérative, parce qu'elle a été, là, elle est officielle depuis le 1er octobre. Donc c'est encore tout jeune, tout neuf, mais on a bon espoir qu'à travers cette forme juridique et du coup l'incitation auprès des utilisateurs de devenir sociétaires, on puisse aller un peu plus loin dans cette gouvernance partagée, avec du coup des instances très claires. Et en parallèle de ça, on va continuer aussi toute l'animation qui permet de créer cette dynamique aussi collective et de favoriser la participation des gens. Parfait, hyper intéressant. Et d'ailleurs, je vous enverrai dans le lien du compte-rendu. On avait discuté avec Duc, qui est aussi présent, de justement comment on peut faire de la gouvernance partagée et les différents types de statuts. Parce que parfois, on veut faire de la gouvernance partagée, mais les statuts ne sont pas forcément adaptés, appropriés. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette intervention. Je vais passer la parole à Mélissa. Mélissa, est-ce que toi, tu peux nous présenter qui tu es et quels sont les principaux enjeux que tu as pu rencontrer dans ton activité en termes de gouvernance partagée et tiers-lieux? Salut à tous. Moi, je vais pouvoir tenter des éléments de réponse. Encore une fois, je ne me positionne pas du tout sur une posture d'expert. On apprend tous les jours dans ces lieux et ce qui était valable il y a 10 ans, par exemple, l'est plus vraiment aujourd'hui. Donc, je vais essayer juste de vous dire où j'en suis. Donc, alors, moi, je m'appelle Mélissa. Aujourd'hui, je suis basée à Toulouse. J'ai vécu 10 ans au Canada. Je suis revenue en France il y a 4-5 ans. Je m'implique en fait plus sur une vision système, c'est-à-dire que j'aide à la création de lieux, donc de lieux multiples, et j'aide à l'initiation de ces lieux-là, plus dans une perspective où on a besoin de lieux pour se rencontrer, pour créer du lien, pour rendre les projets possibles et pour faire de la fertilisation croisée, dans l'idée d'activer cette transition qu'on appelle tous de nos voeux. Donc moi, je ne me suis pas impliquée sur un lieu en particulier, mais je peux vous faire une liste de lieux que j'ai soit co-initiés, soit pour lesquels j'ai contribué. Et puisque là, on répond à un appel du Low-Tech Lab, je vais plutôt me concentrer sur la partie atelier partagé, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit, et atelier Low-Tech. Moi, je travaille principalement comme facilitatrice. C'est ce que je fais donc professionnellement, où j'ai des clients, des associations et des lieux pour lesquels je travaille, mais aussi énormément, et c'est le gros de mon temps, de façon engagée, lorsque pour moi la mission mérite un petit coup de pouce et que j'ai envie d'aider. Voilà pour en très résumé. Aujourd'hui, je suis basée à Toulouse. Je travaille beaucoup dans l'informel. En fait, pour moi, l'innovation, c'est-à-dire la possibilité de créer des méthodes, des outils et des solutions, se passe dans l'informel, parce que dans le formel, on doit répondre à un cadre et forcément, on perd un peu en liberté d'action et de faire. En tout cas, moi, c'est ce que je défends. L'innovation se passe dans les marges. Alors ça, on pourra en reparler. En tout cas, c'est une conviction que je défends.
Donc, dans le cadre de cet informel, aujourd'hui, je travaille beaucoup dans le milieu squat, que ce soit des squats donc, qui contribuent à des questions d'innovation sociale, soit dans la dimension précarité, solidarité, soit des squats politiques qui défendent en fait des modes d'action, de faire et de vivre ensemble, que je trouve qu'on retrouve moins dans les tiers-lieux aujourd'hui qui se nomment tiers-lieux et finalement qui ont un peu repris à leur compte cette expression. J'ai vu passer dans le chat qu'il y avait une question sur la définition des tiers-lieux. C'est une grande question, c'est un peu comme la définition des low-tech. Finalement, aujourd'hui, ce qui est définition correspond plutôt à la façon dont on utilise ces expressions-là. Donc aujourd'hui, pour moi, l'usage du mot tiers-lieu, c'est une sorte de gros sac fourre-tout où finalement, ce qui ne répond pas au cadre de la maison et ce qui ne répond pas au cadre du bureau, en tout cas tel qu'on le définit aujourd'hui en 2020, dans la conscience collective, va rentrer dans le troisième lieu, le lieu tiers, le lieu autre, qui n'est pas ni le cadre de la maison, de la famille, de la cellule familiale, ni le cadre du bureau formel. Donc, tout ça, finalement, c'est très vaste, mais ça peut être autant le café associatif, l'atelier partagé, l'espace de coworking, le lieu, un habitat participatif où il y a aussi une autre activité que du logement. Tout ça, finalement, peut rentrer dans la grande famille des tiers-lieux. Et finalement, chaque lieu va définir ce que lui entend comme tiers-lieu s'ils utilisent d'utiliser l'expression, s'ils décident d'utiliser l'expression. Moi, je ne l'utilise même plus, en fait. Je vous avoue. Mais voilà, moi, je vais utiliser atelier partagé, espace associatif, etc., en fonction de la nature des lieux. Je ne sais pas si je suis très claire. Je vais arrêter de m'empêtrer. Non, c'est très bien. OK. Pour revenir sur la question qu'on me pose, les problématiques en termes de gouvernance que rencontrent la plupart des lieux, moi, mon expérience que j'ai aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont vraiment liées à la génération, en tout cas actuelle. Je pense qu'il y a une vraie problématique de formation et d'utilisation de vocabulaire. On n'utilise pas les mots qui qualifient la même chose. Je pense qu'on a du mal à se rejoindre sur des visions et on a du mal à prioriser en fait des éléments de vision commune. Donc ça, c'est un premier point, vraiment clarifier et prendre le temps de s'entendre sur la vision et la mission principale d'un lieu. C'est quelque chose de très important. Le deuxième point, c'est pour moi, il y a une vraie question sur l'engagement des personnes. Pour moi, dans un tiers-lieu, tout le monde est contributeur, il n'y a pas de consommateur. On ne vient pas consommer des possibilités d'un lieu. Si on est dans un tiers-lieu, c'est qu'on y contribue d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a cette notion de contribuer à la mission du lieu en même temps que je peux bénéficier des services offerts par le lieu. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, j'ai envie de dire il y a un besoin de réfléchir à comment on avance ensemble. C'est-à-dire qu'un lieu, c'est un endroit où vont se rassembler un ensemble d'individus qui ne sont pas une communauté à la base. Ils vont créer le collectif et la communauté en partageant ce lieu-là. Mais c'est un ensemble d'individus avec une culture propre, avec des spécificités, avec des bagages différents. Et la construction de la communauté en parallèle de la vie du lieu et de l'organisation de la gouvernance est quelque chose de très important pour partager un vocabulaire commun et être capable de travailler ensemble. Donc ça, pour moi, la construction de la communauté dans les phases précoces du groupe qui permettent de définir l'identité du lieu et ensuite de réfléchir à une mécanique d'inclusion pour faire entrer dans cette communauté, dans ce collectif, les nouvelles personnes qui vont arriver, est un nœud très important. Et en général, on est pris dans de l'opérationnel, on est pris dans plein de questions et c'est quelque chose qu'on néglige très souvent. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de cette communauté, il faut lancer des débats un peu épineux comme intérêt personnel versus intérêt collectif. Quand je viens, forcément, c'est que j'ai un besoin auquel je réponds en venant. Donc, je viens nourrir un besoin personnel ou un intérêt personnel. Et en même temps, il faut que je sois conscient qu'il y a
que je suis dans une logique de contribution et que je dois aussi continuer à servir l'intérêt collectif. C'est-à-dire, encore une fois, on ne vient pas juste prendre ou apprendre, on vient aussi contribuer. Et pour moi, ça, c'est vraiment un nœud très important sur la question qu'on me pose, en tout cas en introduction. Je vais m'arrêter là. C'est parfait, c'est hyper sympa. Je bois tes paroles. Ça me parle beaucoup, toutes ces notions de communauté. C'est un peu ce que je fais chez Make Sense, en tout cas. Je vais me faire la voix aussi d'un autre intervenant qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Laurent Burget, qui travaille avec Sandrine Templier. Ils sont tous les deux donc, à l'Université du Nou. Et notamment, ils font des recherches avec l'UDN, les Grands Jardins et tout ça, sur l'accompagnement de 6 tiers-lieux entre Bayonne et Pau. Et ils ont monté du coup un petit module de formation sur en fait qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, la gouvernance partagée, trop bien, viens, on y va, mais en fait ils savent pas ce que c'est et que ça peut entraîner énormément de désillusions, de déceptions. Et donc voilà, ils ont créé un module en ligne qui coûte entre 400 et 1300 euros. C'est un module qu'ils ont adapté du MOOC qu'ils avaient fait sur la gouvernance partagée de Colibri, et ça permet de bien comprendre les vocabulaires qu'on utilise avant de vouloir dire qu'on fait de la gouvernance partagée. Et de comment peut-être commencer par des choses plus simples et comment organiser les premiers essais. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'UDN. Et je vais alors ce qu'il a suggéré aussi, Laurent, ce qui trouvait ça intéressant, c'est que quand on monte un tiers-lieu, c'est important aussi de faire apparaître les enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, et vouloir le nier, c'est un peu problématique. Mieux vaut faire un état des lieux lucide de aujourd'hui qui a du temps, qui décide, et de pouvoir éventuellement retravailler là-dessus pour équilibrer, plutôt que d'imaginer qu'on part d'une page blanche et que en fait il n'y a pas de relation de pouvoir, ce qui serait faux. Donc, je vous encourage à aller regarder les ressources de l'UDN, que je trouve, moi, très bien. C'est là-bas que j'ai été formé. Et je passe, du coup, après avoir pris la parole pour Laurent Burget de l'UDN, je passe la parole à Esther Zagroun, qui gère un lieu à Paris, Bastille. Esther, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux présenter rapidement qui tu es et quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez en tant que gestionnaire? Yes. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Esther, je travaille pour Make Sense. En fait, ce lieu que je gère à Bastille n'est autre que le Make Sense Space, qui est un de nos 2 tiers-lieux. C'est un lieu qui accueille les équipes de Make Sense, un incubateur et puis d'autres colloques comme on les appelle. Alors, je vais pour avancer rapidement, je ne vais pas vous en dire trop sur notre espace. Simplement pour vous dire, voilà, la base, c'est qu'on est un espace de coworking et on accueille beaucoup d'événements pour Make Sense, pour des partenaires de l'ESS, du milieu de l'entrepreneuriat social et solidaire. Voilà, donc nous, notre avantage quand on a démarré, pour répondre directement à la question, notre avantage, c'était qu'on a un modèle de gouvernance qu'on a construit en gouvernance partagée pour Make Sense et qu'on a pu appliquer au lieu. Mais cet avantage ça a pu un peu se retourner contre nous parce que l'idée, c'est qu'on essaie d'étendre notre modèle de gouvernance aux parties prenantes du lieu. Donc, ça peut, c'est ce qui amène un peu à la première problématique, qui est que voilà, on a construit une raison d'être qui est assez alignée avec la raison d'être de Make Sense. Donc nous, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat sur quelle est la raison d'être de volume, etc. Nous, notre raison d'être, c'était que les espaces Make Sense en fait prennent le temps d'incarner un modèle de société qui est plus durable, plus inclusif. Donc ça, c'était la raison d'être, mais c'est pas une raison d'être qui a été complètement co-construite. Et ça peut vraiment poser ensuite. Donc là, on est en train de tout remettre à plat. Et du coup, voilà, la première problématique, c'est une problématique de co-construction. C'est un peu ce que disait Mélissa. En fait, j'ai réalisé que mes points étaient un peu les mêmes que ceux de Mélissa, plus ou moins. La première problématique, sur moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on construit cette raison d'être ou une série de valeurs, ou enfin voilà, c'est un manifesto ou quelque chose comme ça, avec toutes les parties prenantes, donc pour le Low-Tech Lab, les bénévoles, mais aussi les partenaires, etc., au risque de ensuite devoir rétro-pédaler et revoir tout ensemble plus tard.
L'autre problématique que je pense qu'on peut rencontrer, enfin que nous en tout cas on rencontre, c'est la problématique des volontés versus la réalité. Donc Baptiste a parlé des personnes qui disaient bah voilà, effectivement on venait pas pour ça. Mélissa a parlé du fait que tout le monde devrait être contributeur. Et c'est vrai que nous, on peut se confronter à la problématique comment dire, d'avoir une grande volonté pour construire plein de belles choses ensemble en gouvernance partagée et tout le monde s'implique au même niveau, etc. Et dans les réalités, l'implication dans l'espace, c'est ce qui saute en premier lorsque des personnes sont serrées en timing. Et comme on a comme on a un incubateur, on accueille beaucoup de personnes qui sont en phase de prototypage de leur projet, qui font des énormes horaires, etc. L'implication dans le lieu, c'est mon lieu de travail et c'est ce qui peut sauter en premier. Et tout ça malgré des efforts de pédagogie. Et pour moi, c'est la troisième problématique qu'on peut rencontrer, c'est comment on fait pour communiquer aux parties prenantes du lieu et aussi aux nouveaux et nouvelles arrivantes, ces concepts de gouvernance partagée et comment, il y a vraiment un gros travail de pédagogie à faire et à refaire tout le temps. Donc, il y a des rappels à faire tout le temps, de revenir aux bases et comment on fait pour... Enfin, voilà. C'est un peu ce que je vois. Je ne sais pas si c'était très clair. C'est très clair, merci beaucoup. Ok. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais regarder un peu le chat. Et tu nous amènes plein de sujets. Merci Esther d'avoir fait la synthèse et d'avoir fait le lien avec les deux autres intervenantes. En discutant avec Ancelin, en fait, il y a trois problématiques vraiment sur leur futur lieu. Il y a la première problématique que je vous propose de traiter là pendant environ une dizaine de minutes, c'est qu'en fait, il y a une sorte de millefeuille de partenaires. Donc, il y a à la fois des partenaires institutionnels qui ne sont pas du tout acclimatés à la gouvernance partagée, même si potentiellement ils peuvent être intéressés. Et il y a à la fois aussi le Low-Tech Lab, le Low-Tech Boulogne fait partie du Low-Tech Lab qui a une charte et peut-être qu'ils vont aussi travailler avec une ressourcerie qui va peut-être aussi adhérer à une charte des ressourceries. Donc, comment on fait pour, c'est une question que je pose peut-être en premier à Baptiste, pour travailler avec différentes chartes qui se superposent, qui peuvent entrer en contradiction. Baptiste ou Mélissa d'ailleurs. Nous, on a pris le parti de faire fi de ces chartes-là. On avait commencé un peu à se rapprocher du réseau Fab Lab, du réseau officiel de Fab Lab. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça crée pas mal de contraintes. Et une des particularités de nos lieux, c'est de pouvoir aussi s'adapter en fonction des besoins, des énergies du moment. Et autant, sans doute, la charte Fab Lab correspondait à un moment précis, à l'énergie de volume. Autant au bout de 5 ans, on se rend compte que en fait, on est passé par différentes phases. Et il y a des phases où en fait, les contraintes de ces chartes-là devenaient trop importantes. Et donc aujourd'hui, on essaie de ne pas rentrer trop dans ces chartes-là. Alors après, on s'inspire au quotidien et elles nous permettent aussi d'avancer et de faire évoluer le projet. Mais on n'est pas trop attaché à ces histoires de labels qui sont plus pour nous des contraintes et qui peuvent enfermer le lieu et le projet dans une forme d'impasse. Et on le voit aujourd'hui avec les aléas qu'on peut être amené à rencontrer, que nos lieux ont besoin de pouvoir être assez souples et assez flexibles pour pouvoir se réinventer et être résilients. Très bien, merci beaucoup. Mélissa, je pose la question à toi. Comment ça se passe notamment aussi quand il y a des collectivités territoriales qui rentrent en jeu et qui peuvent avoir leur propre agenda pour aussi, alors pas forcément respecter une charte, mais peut-être une éthique. J'imagine que le Low-Tech Lab a envie de faire vivre les valeurs et la charte du Low-Tech Lab au sein de ce lieu. Comment on fait pour composer ces différentes temporalités et ces différentes éthiques? Alors, je vais répondre sous l'angle du conseil.
Je pense que c'est très, très important avec les parties prenantes institutionnelles, très en amont, de défendre une idée très forte qui est vous nous soutenez parce que vous croyez en la création de valeur dans ce que l'on fait, et dans le fait que nous avons la culture pour bien le faire. Donc, il est important qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils vous laissent un espace de liberté pour le faire. Je pense que très en amont sur la question de la gouvernance, il faut négocier ça, c'est-à-dire il faut limiter le nombre de comptes à rendre et il faut lutter contre cette culture de l'indicateur dans le court terme en tout cas. Je pense que ce qu'il faut négocier très en amont, c'est voilà nous comment on fonctionne, voilà nous comment on veut fonctionner. Si vous voulez participer à cette culture du faire ensemble, bienvenue. Mais il ne faut pas vous laisser imposer la façon dont vous allez travailler dans ce lieu-là, en défendant justement que vous travaillez de façon innovante et que c'est pour ça qu'eux voient de la valeur dans votre apport sur le territoire. Donc, c'est un bras de fer en amont, en fait, qu'il faut jouer. En tout cas, c'est une négociation, une discussion, s'ils ne sont pas en train de vous imposer des éléments de fonctionnement. Je prends un exemple très concret, un lieu que j'ai créé à Annecy, donc en Haute-Savoie, il y a 4 ans maintenant. C'était une mise à disposition gratuite d'un lieu donc par la mairie. Ils ont voulu nous imposer des heures d'ouverture et une façon dont on va filtrer nos membres. Nous, on voulait fonctionner en participation consciente sur l'ensemble du lieu, c'est-à-dire que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut et de la valeur que ça lui amène. Et en fait, ils ont voulu cadrer ça. Et en fait, nous, on ne s'est juste pas laissé faire en démontrant la valeur en fait, de fonctionner dans la diversité et de la dimension sociale et de l'apport en fait en création de valeurs sociales et aussi dans la lutte contre la précarité, en laissant ça très, très ouvert et au niveau horaire et au niveau accessibilité matérielle. Encore une fois, c'est un atelier partagé. Hein. Je ne parle que de ces exemples-là. Donc voilà. Donc pour moi, très en amont, il faut assumer cette discussion-là. Il ne faut pas être dans le compromis directement. Il faut vraiment le voir comme une négociation. Et qu'ils comprennent qu'ils vous laissent un espace de liberté avec la possibilité de façon agile de faire un feedback à 6 mois, à 1 an, de voir voilà, comment ça se passe et de s'engager sur un feedback, donc sur un retour. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont piloter avec la culture institutionnelle, ça veut dire que c'est eux qui vont être dans la boucle du retour d'expérience à chaque étape. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tu as parfaitement répondu à la question. Et moi, ça m'amène une question. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi en ligne. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de discussions en même temps. Je n'ai pas le temps de tout voir, mais ça a l'air d'être passionnant. Moi, la question que je poserais, c'est quels sont, si on veut convaincre une collectivité de dire ça a de la valeur, un tiers-lieu, lâchez-nous un peu la grappe. Quels sont les exemples que tu citerais pour convaincre une collectivité de dire regardez, ailleurs, ça marche J'ai fini ma question. Excuse-moi, tu me demandes à moi, Antoine? Oui, tout à fait. Mais si d'autres personnes aussi veulent répondre dans le chat ou activer leur micro, c'est aussi possible. Des exemples qui réussiraient à convaincre la collectivité. Est-ce qu'il y a des personnes en ligne qui auraient des exemples à partager qui permettraient de convaincre des collectivités? Ici, Marjolaine, ancienne coordinatrice des communautés Low-Tech Lab et puis fondatrice de Low-Tech et réfugiés. On a créé le Low-Tech Makerspace à Lesbos, dans les camps de réfugiés. Et depuis maintenant 3 ans, et on va ouvrir 2 nouveaux lieux, un à Marseille et un à Briançon début 2021. On est en pleine phase justement de concertation et d'échange avec les autres acteurs qui vont partager ces lieux ouverts, ces ateliers partagés ouverts, avec là aussi des activités de recyclerie, etc., de ressourcerie. Pour Briançon, on a beaucoup axé sur le fait de dynamiser le territoire, la ville, et notamment la vieille ville. Donc, c'est
c'est une façon de faire venir des publics dans des quartiers et dans une mixité. On s'adresse d'abord à des publics vulnérables et notamment des personnes exilées, mais aussi à des publics très larges. Et donc, ça a intéressé les pouvoirs publics locaux de pouvoir créer cette diversité sur le lieu, en plus de faire rayonner des systèmes innovants qui peuvent dynamiser l'économie du territoire, être source d'entrepreneuriat, d'emploi, créer du lien social, etc. Donc, c'est vraiment le côté quartier et hyper local, plus que juste la ville, vraiment comment dynamiser le quartier, le rendre vivant, qui a été le plus entendu. Ok, très bien. Merci beaucoup Marjolaine pour ton intervention. Il est 42, je propose qu'on passe à une autre problématique chère à Ancelin et au Lotech Lab Boulogne. C'était peut-être Ancelin, tu peux prendre la parole et expliquer du coup les questionnements éthiques et de savoir comment vous allez comment vous allez décider des projets et comment vous allez vous poser des questions sur quel cadre poser sur de nouveaux projets. Yes, tout à fait, merci beaucoup. Donc là, la question, elle est vraiment sur le positionnement des projets en eux-mêmes plus que du lieu, c'est-à-dire dans quel objectif de développement durable on va s'inscrire et concrètement comment on va mesurer notre impact et définir, surtout même avant de le mesurer, définir notre impact. Et donc du coup, la question c'est comment la gouvernance peut être l'occasion d'avoir des débats éthiques pour construire la position politique du projet. Donc typiquement là, sur le budget participatif de l'Île-de-France, on se questionne sur le fait de peut-être travailler à une chaîne de recyclage du plastique, mais c'est pas très exactement low-tech, donc on voudrait pas forcément le faire nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rejeter toute forme de partenariat avec les tiers-lieux qui nous invitent à travailler sur ce projet? C'est pas non plus ce qu'on veut. Et donc la question c'est comment en fait la gouvernance peut être l'occasion d'amener des nuances sur les partis pris politiques qu'on peut avoir et comment en fait la gouvernance permet de définir et de formaliser et de peaufiner les valeurs du projet au fur et à mesure. Et donc l'enjeu c'est vraiment ça parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de faire et à comment le faire, on fait les deux en même temps. Donc l'enjeu c'est comment chaque débat politique dans les cadres de décision peuvent nous servir à enrichir notre raison d'être et à mieux préciser nos valeurs. Donc en gros concrètement ça revient à d'une part l'urgence climatique, donc c'est le premier enjeu, mais d'autre part aussi les orientations institutionnelles. Et donc l'idée c'est comment la gouvernance peut permettre d'arbitrer entre ces différents questionnements, ces différentes orientations. Et donc je conclue peut-être en donnant un exemple assez concret. Typiquement pour le cas des grands voisins, il y a eu énormément de questions éthiques qui ont été posées dans le comité de pilotage et qui ont été sujet de conflit. Typiquement, le camping des grands voisins, au début, n'était pas forcément quelque chose que tout le monde voulait parce que ça a amené des personnes, des publics en difficulté, etc. Et donc, du coup, c'était un vrai choix politique d'accueillir ces publics en difficulté. Et donc, du coup, eux, je sais qu'ils sont un peu rentrés en conflit à l'époque. Du coup, nous, on n'a pas trop envie de ça. Donc, c'est comment vraiment la gouvernance peut être le moment d'avoir des débats bienveillants pour peaufiner la position politique du lieu. J'espère que c'était à peu près clair. C'est pas une idée très simple, mais je pense que beaucoup de gens s'y confrontent. Merci, j'ai dit. Merci beaucoup. Ça me donne envie de passer la parole à Anna ou à Esther parce que le Space ou l'Arche ont vu plusieurs personnes qui ont porté des projets. Comment vous décidez que, par exemple, un nouveau projet va être mené, porté soit par vous, soit par des membres des colloques, comme vous dites? Je sais qu'il y a des processus de gestion de conflits, de SDA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Anna, je n'ai pas présenté Anna tout à l'heure, toutes mes excuses, qui gère notre second tiers-lieu, qui est l'Arche. N'hésite pas, Anna, tu me coupes la parole, tu ouvres le micro, tout ça. C'est vrai que moi, il y a trois choses qui me viennent. La première chose, c'est quand j'entendais comment on fait pour arbitrer, pour choisir, je me disais, mais nous, comment on fait? C'est de manière très organique, etc. C'est au fur et à mesure des initiatives, des propositions. Et
Donc, bon, après, nous, on n'a pas les mêmes lieux et tout ça, mais pour donner mon expérience, en fait, les initiatives, on les laisse émerger sans trop de contrôle. Et en fait, on se repose sur les bases de notre gouvernance, qui est le processus de sollicitation d'avis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a l'air assez individuel, c'est-à-dire que n'importe qui qui est partie prenante du lieu peut prendre une décision pour le lieu. Donc, par exemple, on a 2 personnes qui récemment ont dit en fait, on veut tout réaménager, refaire la déco. C'est un truc qui est c'est pas forcément pareil qu'un grand projet, etc. Mais voilà, sur un espace de 550 mètres carrés, ça fait quand même pas mal de choses à refaire. Et en fait, la manière de faire, c'est que ces personnes doivent solliciter l'avis de toutes les personnes qui sont impactées par cette décision et de toutes les personnes qui sont expertes sur cette décision, donc qui peuvent aider. Donc les personnes expertes, ça va être les gestionnaires du lieu, donc moi, éventuellement Anna, d'autres personnes. Les personnes impactées, c'est toutes les personnes qui vivent dans le lieu. Pour ce qui est de la déco, c'est vraiment on va parler des personnes qui vivent au quotidien dans le lieu, mais si c'était un autre projet, comme par exemple, on voudrait ouvrir un partenariat, je sais pas, avec le Carillon pour accueillir des personnes sans abri dans le lieu, ce qui est déjà le cas, mais au moment où ça a été ouvert, on aurait pu imaginer que ça se fasse par sollicitation d'avis. Donc, en fait, on sollicite l'avis des personnes impactées, on sollicite l'avis des personnes expertes, on prend la décision. Et ensuite, la suite, c'est qu'une fois que la décision est prise, il y a une opportunité d'entrer en conflit. Et ça, c'est la dernière chose qui me venait, c'est l'idée que les conflits ne vont pas s'éviter, ils vont arriver, mais l'idée, c'est d'avoir la meilleure manière possible de les traiter. Et donc, c'est important de prévoir, pour moi, les modalités d'entrer en conflit avec une décision. Donc, comment on fait, avec quelles échéances, quel est le temps, prévoir un temps pour, par exemple, entrer en conflit avec une décision, prévoir un organe qui peut gérer les conflits, ce qui est le cas chez nous. On a des personnes qui font de la médiation, éventuellement, qui facilitent simplement une discussion, parce qu'un conflit, ce n'est pas forcément quelque chose qui contient des tensions, mais ça peut. Et voilà, de vraiment prévoir en fait la gestion saine de ces conflits pour se réaligner ensuite. Et à partir de là, pour moi, les possibilités, elles sont ouvertes et assez infinies. Et en fait, c'est l'idée aussi de, on fait confiance au groupe, on fait confiance à l'intelligence collective pour faire émerger ce qui doit émerger et puis dire non à ce qui ne doit pas être, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est comme Esther. Ça qu'on fonctionne. Super. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur sollicitation d'avis, c'est bien documenté par les organisations Opal, Frédéric Laloux, ENCO. Donc, si je résume, donc vous faites confiance parce que vous êtes aligné sur le fait que les gens sont alignés sur une raison d'être. Il y a un processus de sollicitation d'avis et si des gens ne sont pas d'accord avec une décision, a posteriori, il peut y avoir un processus de gestion de conflit. Je passe la main à Mélissa qui avait levé la main et qui voulait sans doute rebondir. Ouais, j'avais bien envie de réagir à la question gouvernance et comment on tranche sur l'exemple qu'il a donné, donc low-tech et recyclage plastique, juste pour être bien concret. Moi, ce que j'en... Alors, juste une définition pour être sûr qu'on parle de la même chose. Pour moi, la gouvernance partagée, c'est créer un cadre et un ensemble d'outils qui facilitent l'autogestion. Aujourd'hui, c'est ça pour moi la gouvernance partagée, c'est-à-dire qui facilite l'autonomie, qui facilite que le groupe avance et créer les outils qui nous permettent de partager de l'information, de réfléchir ensemble et de prendre une décision ensemble qui soit la meilleure décision pour le groupe. Donc, c'est quand même de ça dont on parle. Typiquement, avec la question qui vient d'être posée sur le recyclage plastique et la gouvernance partagée, pour moi, c'est surtout une question sur la mission et la vision. C'est le Low-Tech Lab, on travaille sur les low-tech. C'est quoi la définition des low-tech? Si on s'entend clairement, et ça, c'est un gros débat, hein, mais si vous êtes clair sur c'est quoi la définition des low-tech, voilà, si le processus qui est en place ne rentre pas dans le cadre des low-tech, finalement, la décision, elle est assez automatique. On ne peut pas participer. Mais par contre, c'est intéressant dans cet exemple-là de voir c'est quoi l'apport low-tech de la réflexion sur le recyclage plastique.
Ça, ce serait une façon finalement de reformuler la question qu'on vous pose, dans lequel vous pouvez ensuite à l'intérieur prendre une décision éclairée parce que ça rentre à l'intérieur de votre mission et vous n'avez pas sans arrêt à redéfinir c'est quoi les low-tech. Vous avez une définition claire des low-tech qui fait partie de votre charte et de votre vision et à l'intérieur de ça, ensuite, c'est plus simple de prendre la décision et de mettre l'effort du groupe, la réflexion du groupe sur comment on va participer à cette question du recyclage plastique qui rentre dans notre mission et dans nos valeurs sous l'angle des low-tech. Du coup, j'ai l'impression que je réponds à la question plutôt en insistant là-dessus, sur, encore une fois, le vocabulaire et les définitions, parce que c'est souvent ce qui clash en ce moment, je vois dans les différentes expériences de tiers-lieux qu'il y a autour de moi, c'est qu'on n'utilise pas les mots pour la même chose et c'est là où on ne se comprend plus. Donc, pour moi, c'est un truc super important, c'est par détail. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Très important, les mots et qu'on se mette d'accord, parce que c'est vrai qu'on avait vu ça dans la précédente émission, entre derrière mission, raison d'être, vision, les gens parfois mettent des choses complètement différentes. Je vais poser une question à Baptiste de Volume avant qu'il file. Merci d'être intervenu, Baptiste. On va aborder du coup le troisième thème qui était cher au Low-Tech Lab Boulogne. C'est du coup, il y a des gros institutionnels, il y a des stars de la low-tech qui participent à la gouvernance, mais comment on donne de la légitimité aux bénévoles qui auraient envie de porter un projet? Comment on fait que tout le monde se sente investi et légitime pour proposer des choses? Qu'est-ce que, Baptiste, tu aurais à raconter là-dessus? J'ai le sentiment que c'est une question d'espace-temps. Pour être, la légitimité, elle est assez liée avec la possibilité de pouvoir s'exprimer, la possibilité de pouvoir se positionner sur un projet. Et donc, comment est-ce qu'on crée des espaces qui permettent ça? Ça peut être des choses très, très simples. Nous, je sais qu'on a un format qu'on utilise entre nous, mais qu'on ouvre assez régulièrement, qui sont des petits déjeuners, et dans lequel on est tous autour de la table et on partage un café, un croissant, et peu importe qui y a autour de la table, on fait un tour de table où chacun a sa petite minute pour se présenter et présenter éventuellement une petite problématique. Et donc, c'est un format qu'on a testé et qu'on éprouve régulièrement avec les gens, les utilisateurs, mais qu'on a aussi ouvert lorsqu'on, dans le cadre soit de projets, avec du coup une diversité d'acteurs. Et c'était intéressant de voir comment dans ces temps-là, on avait d'un côté des cadres de grandes entreprises, de l'autre côté des stagiaires, de l'autre côté des gens de l'extérieur qui se retrouvaient au même niveau et qui du coup dans cet espace-là avaient le même pouvoir et pouvaient prendre la parole et s'exprimer librement. Donc, je pense qu'une partie de la réponse, c'est de créer le cadre qui permet justement qui permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Tu en attendais beaucoup plus de ma part, je vois, Antoine. Il y a un trou dans la conversation, donc du coup, je vais poser une question, si ça vous va. J'entends très très bien l'importance de l'informel et je suis complètement d'accord, mais c'est un peu paradoxal et de se dire que finalement, il faut faire un cadre pour l'informel. C'est dangereux. En tout cas, c'est bizarre. Et donc, ça peut, c'est-à-dire de l'informel qu'on organise, finit par être du formel et ensuite, on peut avoir un retour de bâton. Des gens qui n'étaient pas dans cet informel et qui disent « Ouais, vous avez institutionnalisé ça, c'est une réunion secrète. » Je fais l'avocat du diable hein, et j'essaie de voir les conséquences néfastes qu'il peut avoir au bout. Ce n'est pas forcément ton cas, Baptiste, hein, mais j'essaie d'anticiper par rapport au propre fonctionnement que j'ai moi dans la préfiguration de mon tiers-lieu, où énormément de choses se décident ou éclos dans ce cadre-là, mais souvent, l'ensemble de la communauté peut se sentir exclu ou pas invité à ces moments informels. Et ça, c'est un peu compliqué, alors que l'importance de l'informel pour prendre des décisions, en tout cas pour créer des pistes, me paraît fondamentale. Je ne sais pas si je suis dans le sujet, hein, mais puisqu'il y avait un trou, un espace, je me suis... C'est complètement dans le sujet. Merci beaucoup, Vincent, pour ta participation. Baptiste, tu veux répondre ou
Ouais, bah, juste très, très rapidement, mais en fait, pour que ça fonctionne, il faut donner autant d'importance au formel qu'à l'informel. Et en fait, ce qui fait la richesse justement de tout ce qui se passe dans ces lieux-là, bah, c'est justement ce panel de temps, hein, des temps qui sont cadrés, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en fait, il se passe des choses différentes dans ces temps-là, et c'est comment est-ce qu'on démultiplie justement toutes ces occasions-là, avec des choses cadrées, et puis avec des choses qui le sont un peu moins. Très bien. Je suis désolé, je dois filer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste. C'était super. Merci pour tes apports. J'en profite. De toute manière, on va tous et toutes devoir filer parce que la réunion, malheureusement, ne durait que 1 heure. Mais sachez que la réunion, même si elle est finie, n'est pas finie parce que je vous enverrai du coup une petite fiche récapitulative de ce qui a été partagé. Je prendrai le temps de lire tout le chat, de rajouter les références. Et l'idée, c'est qu'on puisse continuer à échanger en ligne sur un document partagé pour éventuellement poser d'autres problématiques, mettre d'autres références. Peut-être le mot de la fin, c'est pour Ancelin, donc Ancelin du Low-Tech Lab Boulogne, pour qui on s'est mis au service là pendant 1 heure pour essayer d'apporter des solutions. Ancelin, qu'est-ce que tu retiens de cette conférence et comment tu vois les choses et quand est-ce qu'aura lieu l'inauguration si un jour cette crise sanitaire s'arrête? On espère en mars normalement, mais c'est pas du tout gagné. On était censé avoir les clés, on les a toujours pas, donc on est un peu ralenti, mais ça nous donne justement le temps de concevoir le projet avant même que le lieu soit ouvert. Et sinon, merci déjà beaucoup pour tous les apports. J'ai pris plus d'1 page de notes, donc on a été productif, même 2 pages. Et du coup, je pense qu'on a répondu à pas mal des problématiques sur notamment les questions de définition et de conflits qui ont l'air d'être au cœur des solutions. Et par contre, je pense que là où on n'a pas encore assez exploré, c'est ce qu'on était en train de dire sur la fin, c'est sur la question en fait de la gouvernance, malheureusement souvent trop en présentiel. Et donc du coup, c'est comment éviter que justement que la gouvernance soit accaparée par les gens les plus investis. Et du coup, comment faciliter la contribution des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'être là, etc., sans pour autant tomber dans des cadres trop formels. Et du coup, ce que je verrais, c'est déjà bien clarifier les différents cadres pour la contribution. Et ça, je pense que ça renvoie beaucoup au système informatique, aux outils en ligne qu'on utilise pour la gouvernance. C'est le sujet de la prochaine visio, le 1er décembre, si vous voulez venir. Donc, je pense que déjà, il y a ces premiers axes de réponse sur les outils informatiques. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui nous reste encore à explorer, c'est aussi le côté informel et le côté relations humaines. Comment avoir une culture de la gouvernance et une culture collaborative qui permet à chacun de contribuer sans que si jamais un jour il est absent, bam, il a raté la réunion, donc ça veut dire on n'a pas pris son avis en compte. Je pense qu'il peut y avoir plein d'astuces comme le fait de se faire représenter, les comptes rendus, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à jouer sur l'informel, mais je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas la réponse à cette question, donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, je pense que la dernière des problématiques, c'est comment équilibrer la gouvernance partagée VS la gouvernance présentielle d'un lieu, parce que ça, malheureusement, d'expérience de tiers-lieu, c'est très souvent ce qui se fait. Donc, comment ne pas laisser de personnes sur le bas-côté de la gouvernance, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense qu'en tout cas, c'est le dernier point qu'on n'a pas trop creusé, que ce sera peut-être pour la prochaine. J'espère avoir conclu correctement. Merci à tous, c'était hyper intéressant et vous êtes tous les bienvenus pour le lieu. N'hésitez pas, il y aura d'autres appels. Je pense qu'on fera d'autres choses avec Make Sense, en tout cas je l'espère. Merci encore à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Donc j'en profite, j'ai mis le lien pour si vous voulez continuer la semaine prochaine sur comment on prend des décisions à distance. Pour un lieu ou pour autre chose, ce sera mardi prochain à midi. Merci François de nous signaler que oui, l'heure de la visio, c'est pour des gens qui travaillent pas ou des gens qui prennent des pauses le midi mais qui la prennent pas. En tout cas, sachez que moi, je fais avec les moyens du bord. Je fais ça bénévolement. C'est une télé participative, la Make Sense TV. Si vous avez envie de proposer un sujet, une problématique sur la gouvernance partagée sur les tiers-lieux, n'hésitez pas à me contacter, antoine@makesense.org. On peut mettre à disposition des outils, des créneaux, un accompagnement, des binômes pour vous aider à organiser
une petite réunion de ce type-là ou autre chose. Sachez que voilà, il y a des bénévoles là d'un programme sur l'alimentation qui organise une conférence sur comment organiser du woofing ou découvrir un lieu, la fabrique, qui a besoin de bénévoles en ce moment. C'est une télé citoyenne où on partage nos enjeux, on partage nos solutions et voilà, et on commence à faire communauté. Merci à toutes et tous. Je remercie spécialement Baptiste qui nous a déjà quittés. Merci Mélissa pour tes apports précieux, c'était vraiment super. Merci Esther et Anna de l'Arche et du Make Sense Space d'avoir participé et partagé leur retour d'expérience. Merci pour les personnes qui ont posé des questions. Merci à tous celles et ceux qui ont suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Mardi prochain midi sur les outils digitaux, mais aussi à de multiples autres occasions. À bientôt tout le monde. Je vous envoie d'ici une semaine, le temps que je galère à écrire le compte-rendu et accumuler toutes les sources, je vous envoie un petit compte-rendu. Sayonara, bye bye. Soyez sages et vertueux. Ciao, merci à toi.